Maître Liao et Dr Cludy, la médecine chinoise au quotidien. Vous pouvez nous rejoindre toujours au centre Liao Chan Qigong, école Liao MTC, rue Robespierre, entre Montreuil, Vincennes et Saint-Mandé. L'adresse mail c'est écoleliao@gmail.com. L'adresse est 71 rue Robespierre, entre Montreuil, Vincennes et Saint-Mandé. Liao, je suis très heureux que l'on reprenne nos entretiens qui se sont succédés cette année pour, en ce mois de mai, où nous allons bientôt rentrer dans l'été, parler d'un sujet particulièrement adapté à cette période-là, puisqu'il s'agit de la mise en mouvement du corps à l'intérieur des techniques de Qigong, qui sont un des 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise. Donc je te laisse nous en parler et que cet entretien soit bénéfique et que ce soit une belle écoute. Bonjour, merci. C'est un sujet que j'aime beaucoup parler. J'aime beaucoup aussi comment tu l'as présenté. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que le Qigong, en fait, simplement, ça fait partie de la médecine chinoise. Ça fait partie de la tradition énergétique chinoise. Ça fait partie de la spiritualité chinoise. Je crois que toute ma vie, c'est à la recherche des pratiques authentiques qui peut témoigner ça. Comme mon premier livre, je suis allée sur la recherche, le début de Qigong, qu'on peut dire, c'est le premier mouvement de Qigong qu'on puisse trouver dans l'histoire. C'est la bannière Ma Wangdui. Peut-être tu peux présenter un peu, si tu connais bien tout à l'heure, tu as bien parlé. La bannière de Ma Wangdui était donc un marquis chinois, il y a plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années. Et on a retrouvé dans sa tombe une bannière en soie qui était brodée avec des mouvements, des enchaînements de mouvements, mais on ne connaissait pas les phases intermédiaires entre les différents mouvements présentés. Et il y a quelques années, des grands maîtres se sont penchés sur la question et ont proposé une version que tu enseignes depuis plusieurs années en France. Depuis tu es la seule 25 ans. Depuis 25 ans. De cet enchaînement qui est une des plus vieilles et anciennes traces de Qigong, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en existait pas auparavant, bien évidemment, puisque ce sont des techniques qui sont ancestrales dans toutes les générations et dans toutes les civilisations terrestres. On a des exemples d'entretien du corps et de méditation active à travers des mouvements, des enchaînements de mouvements, des respirations, et l'Inde et la Chine en sont encore des témoins vivants actuels. Donc après ce petit rappel historique de la bannière de Ma Wangdui, du marquis de Ma Wangdui, je te laisse parler de cet enseignement que tu donnes en Qigong. Oui. En parlant de ça, j'ai des très belles histoires à vous raconter. C'était une aventure. Parce qu'à l'époque, j'ai envie de trouver vraiment ces bannières, chaque figurine, qu'est-ce que c'est comme mouvement. J'ai voyagé de 30 ans à 40 ans, presque tous les années en Chine. À part faire mes films sur la Chine, sur la culture chinoise au cinéma, moi je suis toujours à la recherche des choses comme ça. C'est curieux comment je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, la trace, c'est dans une fouille aussi. On dirait une fouille parce qu'à l'époque, à Pékin, il a des routrons, on dit. C'est les 4 dimensions, 4 directions. Il a des maisons, ils vivent ensemble. On s'appelle routrons. C'est un cours. Les quartiers anciens, sous forme de cours. Voilà, sous forme de cours, routrons. Ils sont en train de détruire les plus anciennes routrons à Pékin. Pour moi, c'est une catastrophe. J'ai toujours avec ma caméra, j'ai fait la Fémis, toujours avec ma caméra, j'ai envie de capter tout ça avant que ça disparaisse. Toutes ces belles choses en Chine qui disparaissent après le règne des pouvoirs communistes. Quand je suis rentrée dans ces cours, c'est tellement délabré, ils cassent tout est délabré, tout est cassé en morceaux. Je connais un ami qui a une maison là-dedans.
Je rentre dans cette maison, tout est déjà cassé, les gens sont partis. Mais j'ai découvert justement une petite cassette. Dedans, c'est marqué Ma Wang Dui. Alors, je me suis dit, oh là là, c'est quel symbole magnifique. J'ai retrouvé la trace de ce travail des maîtres en Chine sur Ma Wang Dui dans une fouille pareille, dans une situation pareille. Je me rappelle, j'ai visionné avec un téléviseur aussi cassé, presque cassé, les mouvements. J'étais très émue parce que c'est tellement authentique. Qiu Pixiang Lao Shi, c'est le professeur de Institut de Wushu de Shanghai. C'est lui qui a commencé avec son élève Wang Chen, interprété avec les découvertes à Changsha, Hulan Changsha, les découvertes des textes comme un texte de son doctorat, quelque chose comme ça. Ils ont fait des longues années de recherche ensemble. Et après, lui, il a démontré dans le vidéo. À l'époque, c'est encore HTV. C'est HCD. C'est pas encore les DVD, c'est pas encore les... et lui, il a montré, c'est tellement beau, ces mouvements. Tout de suite, j'ai décidé d'aller les chercher à Shanghai, quoi. Je les ai rencontrés, ils m'ont accueilli très gentiment. Surtout Wang Chen, il a pris le temps de m'apprendre. Je dois le remercier énormément. Surtout, quelques années après, j'ai envie de publier, il m'a donné autorisation. Avant que la Chine officielle a donné autorisation à sortir cette version. Il a beaucoup de versions qui sont tellement travaillées dessus. La version que j'ai montrée en France, bien sûr, c'est avec aussi ma propre pratique, mon interprétation après dans années d'expérience dans la médecine chinoise, dans la méditation, surtout avec le grand maître China Huijing. J'ai envie de retrouver la trace d'une pratique en fait, non seulement médical, parce que dedans, il a des points, il a des noms qui rappellent tout le système des méridiens, les noms qui rappellent tel moment pour telle maladie. C'est très médical. C'est les gens, les anciennes, ont trouvé des mouvements et, en méditation, ils ont trouvé le système de méridiens, sûrement les lignées, tout ça. Après, ils ont fait des mouvements avec pour guérir les maladies, pour se soigner, pour se faire du bien. J'ai donné aussi beaucoup d'années, 25 ans. Chaque année, j'ai amélioré un peu. Chaque année, j'avance un peu. Selon les textes, selon ce que j'ai vécu, j'ai senti. C'est pour ça la version que j'ai donnée est très différente de maintenant. 15 ans après, la Chine communiste a sorti une version officielle. C'est pour ça que mes élèves ne soient pas étonnés. C'est la version Liao. Que j'ai essayé de développer moi. D'accord. C'est parce que je trouve que le Qigong, pour moi, c'est comme toutes les anciennes pratiques, partout dans le monde. Les gens ont tellement envie de vivre bien le corps avec l'esprit, dans la nature, avec le cosmos. C'est une pratique, c'est pour moi, dans l'ordre de yoga, avec l'esprit hindouisme, dans la spiritualité. Le yoga qui est développé par beaucoup de grands maîtres comme Osho, Sadhguru, ça a donné un impact immense dans le monde. Pour moi, le Qigong devait avoir ça. Nous, des petites, on est passionnés. Je me rappelle quand je faisais un film, je suis allée rencontrer Stephen Chow, celui qui fait Crazy Kung Fu. Je l'adore. C'est un comique tellement drôle que je vous conseille de regarder Crazy Kung Fu. C'est tout à fait là que j'ai grandi. J'ai grandi dans cet contexte-là, tellement farfelu, tellement drôle. Et les gens jouent le Kung Fu entre eux, vraiment dans la cour, quoi. C'était notre vie quotidienne. Je me rappelle quand j'ai rencontré Stephen Chow, dit « Toi, tu as pratiqué le Kung Fu. »
Tu fais quoi? Tu es cinéaste? Non, tu es un Kung Fu Woman. Et lui, le Kung Fu Man, il est très drôle. C'était notre enfance, on a grandi pas comme en Chine communiste. En Chine communiste, à l'époque, dans les années 60, c'est président Mao, c'est les purges politiques, c'est la révolution culturelle, c'est les enfants dénoncer les parents dénoncer les enfants. C'est entièrement un bouleversement de la moralité chinoise traditionnelle. Toute une génération de gens ont grandi là-dedans, vous imaginez. Et nous, on est nés à Hong Kong. Je remercie beaucoup mon père qui a su fuir cette Chine à l'époque. Mon père a fait natation. Et tout petit, il a fait natation. Il a inventé son style de chienne, traverser la rivière à Shenzhen, à Hong Kong. C'était une grande aventure pour lui. Je lui remercie toute ma vie. Parce que sinon, je ne serais pas comme maintenant. On a grandi dans un contexte différent. C'est-à-dire, nous, ce qu'on a, c'est quoi? Nos professeurs viennent de Chine, ils ont fui la Chine, ils sont installés à Hong Kong. Et certains viennent de Taïwan, ils ont continué la tradition. Ils nous parlaient de Confucius, Lao Tzu, Zhuangzi, tous ces Tzu. Du coup, on est passionné déjà d'avoir une Chine ancienne comme rêve, tellement moraliste et grandiose dans les 6000 ans de civilisation magnifique, humaniste. Surtout, on a grandi dans les romans de Cap et épée. Jin Yong, on a un très grand romancier, Cap et épée. Jin Yong, il a écrit toutes sortes de romanciers, Cap et épée, là, les héros, héroïnes, toujours jouer au wushu, toutes sortes d'écoles en train de Mei Pai, Wudang Pai, Xiaolin Pai sont en train de se chamailler en permanence dans les films. Nous, on est passionnés, on est grandis là-dedans. C'est pour ça que ça fait partie de ma vie, dans mes veines, tout ça. Quand je suis venue à Paris, c'est pour les études de cinéma. Moi, je m'appelle Gajos, mon directeur de l'école me dit « Pourquoi vous faites toutes ces singeries avant les tournages, tout ça ?» Et il m'a dit « Pourquoi tu pratiques ce genre de mouvement comme ça pendant les tournages avec vos équipes et tout ça ?» Il ne savait pas que nous, ça fait partie de notre vie. Quand je regardais... toi, tu m'as amené rencontrer des maîtres de Chine, qui viennent de Chine. On est parti en Chine pour rencontrer aussi les frères Yao, les successeurs de Yao Zhongxun, une très grande école de Xing Yiquan. Xing Yiquan, c'était Yiquan. C'était Yao Zhongxun. Il a les 2 jumeaux qui ont été emprisonnés pendant la révolution culturelle, entièrement coupés de la tradition. On a rencontré, ils ont gardé la forme, mais l'esprit, on ne le sent pas, vous le sentez. Ils sont incapables de nous raconter le fond, c'est quoi, l'historique, ou Lao Tzu, Zhuangzi, tous ces quelle est la liaison avec les mouvements, tout ça. Mais dans les livres de Jin Yong, il y a tout ça dedans. C'est ce qui donne le charme de ce grand romancier. Après, tous ces romans ont été adaptés en cinéma. Nous, on a grandi avec ça. Maintenant, la Chine reprend un peu tout ça. Il y a plein de films qui sortent comme ça. Et ces recherches, ça m'a beaucoup touchée. C'est que je trouve qu'on a de la chance d'avoir cette culture. C'est-à-dire, des naissances... dans notre vie quotidienne, on nous apprend à comment bouger, comment respirer, et se combattre, se défendre. Et c'est presque comme ce qu'on s'habille, on mange, vous voyez, c'est tellement... en grandissant là-dedans, on a une autre vision de la santé. C'était le corps ne peut pas se séparer de l'esprit. L'esprit ne peut pas se séparer du corps. Dans ces livres, surtout quand je rencontrais le grand maître Shan Lan Huaijing, lui aussi, c'est une grande histoire.
C'est parce qu'il a fui la Chine communiste, justement, allé à Taïwan. Pendant la fuite, il a tout son village avec lui, parce qu'à l'époque, il est déjà un grand maître Chan. Tous ses disciples, la famille, dans un bateau, collecté de l'argent, 8 millions yuan. Son bateau échoué, comme l'ophage, échoué dans l'océan, entre la Taïwan et la mer de Chine. Je me suis dit, un grand maître comme ça, sur un moment précis de sa vie, il a cette grande épreuve, non seulement il doit fuir les Chines communistes, en plus tout est foutu, en plus tous ses amis, beaucoup sont morts dans l'océan, il a raconté dans l'eau, il a ses amis qui donnaient, les vieux donnaient la vie pour sauver les jeunes. Il a dit, c'est ça le Guanyin Poussa, c'est ça les Bouddhas. C'est dans ces moments très difficiles que ce grand maître a montré que, pour moi, les difficultés, ça fait partie des épreuves des grands maîtres. Après, il a fondé son école à Taïwan. C'est la première personne qui a su bien enseigner la spiritualité chinoise, confucianisme, taoïste et bouddhiste à Taïwan. C'est pour ça que la racine, en fait, depuis 1949, est partie à Taïwan. Après, ses professeurs aussi, certains, comme Qian Mu. Qian Mu, c'est le fondateur de l'université chinoise de Hong Kong que j'étais. Lui, c'est un très grand lettré aussi. C'est un confucien, c'est un historien. Il dégage la vraie spiritualité chinoise. L'école, c'est l'université chinoise de Hong Kong, pendant la révolution de Parapuy, était l'héroïne, était l'héros de cette révolution. Ça m'a jamais donné, parce que c'était notre esprit de l'école. Toujours devant la justice, toujours se bat pour la justice, comme Confucius. C'est distinguer bien le noir et le blanc, oser défendre. C'est comme l'esprit de l'art martial, c'est ça, oser défendre la justice, oser défendre une bonne cause. C'est pour ça les élèves de l'université chinoise de Hong Kong vraiment ont démontré et ils ont bien compris l'enseignement de ce fondateur qui ont fui la Chine communiste, qui a fondé cette école à Hong Kong pour continuer à donner l'enseignement de Confucius, de Lao Tzu, de Bouddha. Je crois que grâce à tous ces grands maîtres qui se réunissent à Hong Kong et à Taïwan, je peux encore retrouver vraiment l'esprit authentique de Qigong. Je crois que c'est ça le fait Qigong. Quand je revois le film qui rapportait ce grand maître Lan Huaijing, comment il pratique le Tai Chi, j'ai jamais vu un maître qui pratiquait comme lui. Tous les maîtres qu'on a vus ici, j'ai jamais vu pareil. C'est-à-dire que la pratique du Tai Chi, c'est pas uniquement les techniques, c'est la personne. C'est la personne qui atteint la méditation, un niveau de méditation des années, des épreuves face à la justice, face à des difficultés, savoir se montrer la qualité de cette tradition. Lan Huaijing, pour moi, il a incarné ça, il nous a montré comment dans sa pratique on sent qu'est-ce que ça veut dire zheng qi, 跟忙着的浩然之气。浩然之气, c'est-à-dire justement devant les grandes causes, oser être là, oser comment dire les choses qu'il faut, faire les choses qu'il faut. Ça, c'est confuciiste. C'est l'esprit de confuciiste, parce que Confucius, toute sa vie, essaie de défendre la bonne cause. Moi, j'aime beaucoup le Confucius, comment il met l'amour, ren, yi, li, zhi, xing. En fait, c'est les 5 organes.
C'est l'énergie des 5 organes. Ren, c'est l'amour, c'est le cœur. Yi, c'est ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Ceux qui osent de défendre ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, bien sûr, il faut énergie de poumon. Vous voyez? Tout à fait. Énergie des reins, c'est l'intelligence, c'est la sagesse. C'est la sagesse n'est pas pareil que l'intelligence. La sagesse, c'est autre chose. Sagesse, c'est plus profond que l'intelligence. Signe, c'est le foie. Une personne qui a faiblesse du foie, il ne peut pas donner ses paroles. Moi, j'ai cette expérience. C'est-à-dire tout ce qui a été atteint, énergie du foie, par toutes sortes de chimiques, les mauvais bouffes, tout ça. Son énergie est faible. Le foie faible, il ne peut pas donner son parole. Et surtout, ils sont éparpillés aussi. Ils perdent des choses par-ci, par-là. Ils oubliaient. J'ai plein d'élèves comme ça. Ils oubliaient les cahiers. Ils oubliaient tous ses notes pendant tous les 2 jours. Il m'a rendu. Il m'a payé les 200 €, mais il m'a rendu les notes. Là, simplement, j'ai compris, son foie a été atteint. Ren yi li zhi xin. Li, c'est vraiment savoir s'accorder avec le temps. Les règles du temps, les règles de l'univers. C'est le li. C'est tout ça que c'est Confucius qui nous a donné. Donc les vertus confucéennes, c'est comme ça qu'on les propose ici. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de sentir que ce n'est pas un discours, c'est pas une élaboration intellectuelle, c'est une manière d'exprimer ce que le corps peut aussi exprimer et ce qui fait vivre les organes, ce qui les met en mouvement et ce qui les met en harmonie. Tout à fait. Encore une fois, il y a cette complémentarité, cette unité qui montre différentes facettes et que l'on peut pointer ces différentes facettes sans oublier qu'elles ne sont que des facettes. C'est-à-dire qu'il y a une unité profonde et féconde qui est à l'origine de toutes ces facettes et que ces facettes ne sont que des manifestations, des émanations de la source, de la vie et du vivant. Et le Qigong s'inscrit là-dedans en étant non pas un exercice corporel, séparé de la pensée, séparé du ressenti, séparé aussi de cet accueil de l'univers et du vivant et de nous laisser complètement traverser. Parce que je me souviens dans mes premières années de pratique du Qigong, c'était comme un nettoyage. Je me souviens que c'était dans les années 80 et c'était le début des télés libres et des radios libres en France. Et il y avait une radio libre qui était venue nous interroger pendant le cours de Qigong, à la fin du cours de Qigong. Et séparément, les uns et les autres, on a répondu aux questions des intervieweurs. Et quand on s'est réunis après, on dit « T'as raconté quoi, toi? T'as raconté quoi ?» Ce qu'on avait raconté, c'était tous la même chose. C'est-à-dire que, sans se concerter, bien évidemment, c'est qu'au travers de nos exercices, on avait ressenti des tensions, on avait ressenti des douleurs, on avait ressenti aussi des libérations. Et que tout en pratiquant un même corpus, un même enchaînement pendant des années, tous les jours, les mêmes, on avait découvert à l'intérieur de ce même support, on avait découvert des dimensions beaucoup plus subtiles, beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges. Et que, ayant aussi fait du yoga, je me suis rendu compte que le Qigong permettait de percevoir une circulation très intime de l'énergie du vivant et que cette circulation, évidemment, aidait la santé, mais aidait aussi à trouver une authenticité de chacun et à retrouver naturellement et spontanément, puisque le style le plus abouti dans les arts martiaux comme dans le Qigong, c'est le style spontané, c'est-à-dire d'être suffisamment perméable à l'énergie dans laquelle nous vivons pour que cette énergie anime notre corps une fois qu'il a été nettoyé par la pratique régulière de tous ces blocages, ces empêchements, ces difficultés, et que à nouveau la vie retrouve cette fluidité de circulation, à la fois au niveau corporel, bien évidemment, mais au niveau émotionnel, au niveau mental, et d'être dans cette capacité de recevoir les cadeaux que nous donne le ciel en permanence. C'est pour ça que c'est important de suivre un vrai maître.
Maintenant, il y a une grande vague de pratiquer le Qigong en suivant les images en vidéo, à YouTube ou online. Pour moi, c'est un très grand et une erreur. Déjà, avec un maître, les élèves ont du mal à suivre. Si c'est aller avec un Zoom, online, YouTube, les vidéos, on croyait, on fait déjà appris les mouvements. Après, je sais beaucoup de gens ont appris avec mon livre, jamais venu me voir. Je viens de rencontrer une qui enseigne depuis déjà 20 ans. Mon livre, sans jamais venus me voir. Quand ils me rencontraient, je ne reconnais plus mes mouvements. Je crois que c'est quand même un danger maintenant. Pour arriver à ça, il faut que les gens quand même trouvent un bon maître. Comme quand je vois Lan Huaijing qui pratique, ou quand je vois les vrais maîtres qui pratiquent, ça n'a rien à voir avec... Parce que c'est dangereux. Pieds, les genoux dans le dos ou les genoux pieds, comment respirer. Il y a tous ces détails, en fait, qui donnent la profondeur d'un mouvement. Quel mouvement pour atteindre tel point, tel vaisseau, quel méridien. Ça, il n'y a qu'un très bon maître qui peut vous enseigner ça. Si un professeur de Qigong est incapable de vous expliquer les systèmes de méridiens, les points qu'on travaille, par exemple, Ma Wangdui, dedans, il y a plein de mouvements qui parlent des points déjà. Yin Yao Tong, on dit, conduire la douleur, enlever les douleurs des reins. Alors, il y a des points dedans, enlever les douleurs de l'estomac, il y a des points dedans, dans le texte déjà. Je crois qu'il vaut mieux prendre ça sérieux. Surtout, les anciens Chinois ont découvert déjà en détail le système de méridien. C'est dommage de ne pas vraiment incarner dans le Qigong. Pour moi, un Qigong authentique, c'est un Qigong qui vous met en forme par le système de méridien. Harmonie avec la respiration, avec un esprit méditatif, Zhengqi, Haoyan Zhengqi, c'est confucien, avec un esprit sublimé, c'est bouddhiste, avec un esprit libre, joyeux, c'est taoïste. C'est tout ça que je conseille vraiment ceux qui sont passionnés par le Qigong authentique. Vraiment, il ne faut pas apprendre avec des livres. Moi, je suis quelqu'un de très généreuse. Je donne toujours beaucoup. D'ailleurs, on m'a dit que Léo, vous avez beaucoup donné à YouTube déjà. Parce que j'ai envie de... Les gens ne m'oublient pas. Parce que là, maintenant, tellement d'enseignants pick-à-pack d'adolescence, tellement de l'école. Je suis obligée de me montrer. Et j'aime bien aussi que les gens sachent j'ai évolué toutes ces années-là. J'ai fait un immense travail sur moi-même, surtout sur le Qigong et la médecine chinoise, avec toutes sortes de maîtres que j'ai vraiment beaucoup aimés. Je souhaite que les élèves qui m'ont connu les premières années reviennent me voir maintenant. C'est dommage, eux, ils ont commencé le début, en fait, suivre quelqu'un, trouver un maître, c'est une chance. Il a abandonné dès le début. J'étais même pas un maître. Je me suis dit, avant 60 ans, je me nomme jamais un maître. Je suis pas un maître avant 60 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut beaucoup de pratique, beaucoup de méditation, beaucoup d'épreuves pour arriver à être vraiment quelqu'un qui est capable de se nommer ou être nommé maître. D'ailleurs, je me nomme maître, ce n'est pas pour moi, c'est pour un appel pour ceux qui cherchent, qui peut trouver quelqu'un qui est capable de lui ouvrir un chemin. C'est pour ça, à l'âge de 60 ans, j'ai décidé de mettre maître. C'est vraiment pas pour moi, parce qu'un maître ou pas un maître, ça m'est égal. Peut-être je ne suis pas encore de niveau, mais simplement, je me suis dit parmi tant de dérives que j'ai envie de
quand même proposer un chemin authentique. Voilà. Ça me rappelle une phrase que disait, qu'on m'a rapportée, Wang Changchai, le créateur du Yichuan, qui disait « La forme s'apprend en 3 semaines, il faut plusieurs vies pour l'habiter, cette forme. » Tout à fait. Donc la forme, par les médiums comme la télé ou Internet, ne peuvent donner que la forme. Et la forme peut s'apprendre rapidement, pourvu qu'on soit assez souple et assez observateur. Mais habiter une forme, c'est l'œuvre d'une vie. Donc il est important d'être accompagné dans ce devenir, dans cette progression, dans cet affinage, dans cette alchimie intérieure que le Qigong propose. C'est un travail d'alchimie, c'est-à-dire de transformation et de mutation intérieure et d'affinage de notre énergie. Et je pense que ces techniques-là, au début, on est fasciné par la forme qui est très spectaculaire, qui a été très cinématographique et qui dérive aussi vers les pratiques martiales exclusives. Mais se dire très modestement et très humblement que ce ne sont que des supports et que la forme la plus naturelle est le but, la forme la plus spontanée, c'est d'être simplement animé une fois qu'on aura nettoyé. Donc il y a tout un aspect qui est volontaire, important à traverser, celui de la forme, mais le but c'est vraiment d'accueillir l'esprit du temps, l'esprit du moment et du lieu pour pouvoir être animé par ça, parce que c'est ça le vivant. Et je me souviens de cet enseignant qu'on avait eu ensemble et qui nous avait fait un style qu'il avait nommé le style de la libellule et qui était un style spontané et qui ne ressemblait à rien et contenait tout en même temps. Il nous disait, mais il suffisait, d'ailleurs son regard le montrait, il avait un regard complètement perdu, un regard complètement ouvert sur le monde, il ne regardait rien, il voyait tout. Et il était simplement animé par cet esprit du moment et du lieu qui le traversait, et on peut dire que l'état de Qigong, ce qui nous nommait être dans l'état de Qigong, c'était ça, c'est d'être perméable au vivant, simplement tel qu'il est, en perpétuel changement. C'est ça un peu ce que je recherche dans l'idée de Chan. En fait, Chan, c'est très spontané, très improvisé. C'est parce que vous captez justement ce moment vivant, ce moment authentique, ouvert au reste, ouvert à l'univers, sans ego, justement. Une fois qu'on est touché par cet état, on ne peut pas avoir trop d'ego. C'est laisser l'univers se manifester dans nous, en mouvement ou en respiration, en méditation. C'est pour ça que, en fait, moi, chaque fois que je pratique, c'est toujours un peu différent. Parfois, c'est un peu, comment dire, pour mes élèves, un peu déroutant. Chaque fois que tu fais la pratique, c'est toujours pas pareil. Je dis ça, c'est l'esprit Chan. Chan, c'est spontané et vivant. Et capter l'énergie des saisons. Bien sûr, quand je pratique le printemps, c'est pas la même chose que quand je pratique l'hiver. C'est pas la même énergie. Quand je suis extrêmement détendue ou quand je suis quand même un peu embêtée par les impôts et tout ça, quand même, bien sûr, c'est un peu pas pareil. J'avoue. Mais je me souviens quand on était à Pékin et qu'on avait vu les frères Yao, moi en bon français je leur disais, est-ce que c'est un mouvement bois, un mouvement métal, un mouvement... Et ils m'ont regardé avec des yeux grands ouverts en disant, mais quand tu combats, quand tu es en combat, tu t'en fous. Il est important que ton corps ait mémoire de toutes ces possibilités pour pouvoir être juste dans le combat. Et c'était une présentation du combat, non pas comme étant un challenge d'être le plus fort, mais d'être capable de préserver le vivant et de déployer le vivant dans des conditions inattendues et potentiellement destructrices. Et c'est comme ça qu'on peut envisager le combat dans les boxes chinoises, c'est-à-dire la capacité que peut avoir quelqu'un qui s'est entraîné de résister non pas en force, mais d'être capable de s'adapter dans le sens du vivant à une situation inattendue et puissante. Donc c'est pas être le plus fort. Au contraire, même il nous disait, quand vous êtes battu, c'est là où vous apprendrez quelque chose, parce que vous apprendrez là où vous êtes faible.
Si vous gagnez, vous ne saurez jamais là où vous êtes faible. C'est-à-dire, le Qigong, pour moi, ça a été une école qui, physiquement, m'a fait du bien, bien évidemment, et émotionnellement m'a fait du bien, et j'ai remarqué aussi toute cette capacité d'être à l'écoute, d'être simplement un réceptacle, de retrouver cette beauté des vases chinois qui sont simplement des réceptacles du vivant, et d'être, comme disent les taoïstes, un sac de peau plein de vide. Oui. Et de retrouver cette sensation de vide au niveau des organes, que la matière s'ouvre dans son essence, qui est d'être du vide. Et là, le Qigong n'est plus, ou en tous les cas dépasse, son côté gymnastique, son côté art de santé, qu'il est aussi, mais comme étant une pratique spirituelle. Ouais. Là, j'ai envie de parler d'un très grand maître taoïste, justement, qui s'appelle Jiang Jishun. À part Lan Huijing, je crois que c'est Jiang Jishun que j'aime le plus. Il est mort à 104 ans. Un grand maître taoïste. Comment il a survécu pendant la révolution culturelle. C'est une grande aventure. Il était vraiment très jeune âge, déjà ermite dans les montagnes taoïstes. Zhonglanshan. Zhonglanshan, c'est une montagne où habitent tous les fées, quoi. Dans notre l'histoire chinoise, tous les grands taoïstes, les fées là, qui sont quitté le corps, les taoïstes quitté le corps deviennent fées, aller au ciel, c'est là-bas, quoi. Dans les nuages, tout ça, dès 15 ans, 17 ans, et il se cachait déjà dans les montagnes. Il a commencé par très bas, elle était mendiante. Ses parents sont très pauvres. Tout à coup, devient pauvre. La Chine, tout arrive à la fin de dynastie. Juste avant les communistes, c'était la guerre, pauvreté, les soldats se battent, c'est galère totale, 200 ans de galère en Chine. Lui, il était mendiant tellement, c'est pour ça qu'il se cachait dans les temples déjà, pour bien vivre, pour pouvoir avoir mangé. Après, il s'est vraiment intéressé par pratiquer par ces taoïstes et suivait, et il est caché. Elle a dit, on m'a cherché, on m'a tiré en bas pour dire, venez, Kaihui. Kaihui, c'est-à-dire, viens pour faire les réunions là, de chamaille, là, comment dire, toi tu es capitaliste, taoïste, qu'est-ce que c'est, là, les anciennetés chinoises, les séances d'autocritique publique. Voilà, c'est ça, les séances autocritiques. C'est pas autocritique, on te tape dessus quand même. Hein. Il a été tapé par celui qui l'a sauvé. Il était déjà médecin taoïste, parce que tous les taoïstes, on dit en Chine, 10 taoïstes, il y a 9 sont des bons médecins. C'est-à-dire les taoïstes, ils méditent, ils comprennent les vaisseaux, c'est ce qu'ils cherchent, ce qu'ils apprennent. En temple. Et lui, il soigne des pauvres gratuitement parce que sa mère, quand elle était malade, il a dû se mettre à genoux pour prier aux médecins qui n'ont pas l'argent pour sauver sa mère. C'est pour ça que des petits, il a décidé d'être un médecin. Dans ce temple, taoïste, il apprend à être un médecin. Il est capable déjà de sauver des gens à l'époque. Et c'est celui qui l'a sauvé gratuitement en plus, qui la tape dessus, qui l'a quitté qui le critiquait le plus gravement. Après, il est tellement déçu et furieux. Il a tout jeté ses livres de médecine. Il a tout jeté ses plans. Il dit, je ne vais plus jamais te soigner. Tellement il a été déçu. Après, il a continué la méditation dans les montagnes tout seul. Il a raconté, très marrant. Il raconte toujours des anecdotes très drôles. C'est vraiment un esprit taoïste. Devant une telle situation, la Chine, à cette époque, il s'est caché. C'est marrant comme tout. Et moi, j'étais tout seul. Je me suis dit, quand même, j'aimerais bien demander au dieu de la montagne pour m'envoyer un compagnon. Alors, j'ai cité le mantra, taoïste, il a dit le mantra. Les coups rafales du vent arrivent dans son temple.
comme dans les films, quand même, tu ne vais pas continuer à réciter ces mantras parce que ça va déranger tous les statues de Bouddha. Tous les statues de taoïstes, là, des dieux taoïstes aussi, ça va sommer la bagaille, non. Bon, je vais arrêter ce mantra. Après, quand même, je vais souhaiter un compagnon, parce que c'est quand même des années là-dedans, il vaut mieux un compagnon. Après, il y a qui arrive? C'est un tigre. Un gentil tigre qui arrive s'approcher de lui. Il avait peur et se protège. Après, il lui fait rien, justement, et il reste dehors. La nuit, il arrive chaque nuit pour lui vraiment donner compagnie. C'est très marrant, c'est-à-dire son énergie est capable déjà de communiquer avec l'esprit de la forêt. Magnifique. Et les animaux. Il a comme ça vécu avec ce tigre depuis 1 ou 2 ans, jusqu'au jour où il a un autre taoïste qui arrive dans son temple. Et le tigre est disparu. C'est trop mignon, je suis ce bête, vraiment. C'est vraiment cette capacité à accueillir. Hein. Ouais. À accueillir sans peur et à ce moment-là, l'adversité disparaît. Plus. Et lui, il a donné très généreusement Jiang Zhisun Dao Zhang. On le nomme Jiang Zhisun Dao Zhang parce que lui, il donnait un temple sur le mont de Bagua Ding à Zhongnanshan. C'est pour ça que on le connaît maintenant. C'est après tous ces buts, c'est arrêté. La Chine commence à être ouverte. Lui, comment être intéressé par les gens qui sont à la recherche spirituelle. Il est très généreux, il a donné, enseigné. On a été invité aussi par Xu Wenbing, c'est un très bon médecin chinois de Pékin, qui a donné une bonne école d'ailleurs. Xu Wenbing, je l'aime beaucoup, ce jeune médecin taoïste chinois très sincère. Il a aussi donné beaucoup d'enseignements déjà à YouTube, dans les télévisions. C'était une grande vague à l'époque, il y a 10 ans à peu près, une grande vague MTC. Lui, il est à la recherche justement, il est allé voir ce grand maître pour apprendre avec lui. Il a aussi donné beaucoup d'enregistrements. Je vais donner ses pratiques, je vais raconter beaucoup de sa méditation aussi à Taillé, en Arthèse cet été. C'est 31 juillet jusqu'à 3 août, 4 août, 5 jours. C'est méditation taoïste selon ce grand maître. Et je vais parler des médecins taoïstes aussi, l'histoire des médecins taoïstes. Et surtout sa pratique, très belle pratique, s'appelle Ba Bo Jinggang. Ba Bo Jinggang. C'est les 8 pièces de diamant, je le traduis. C'est le même phrase, à peu près la même pratique de 8 pièces de brocade, mais de sa manière, selon lui, selon la tradition taoïste. Il le nomme 8 pièces de diamant. Pour moi, c'est le style que j'aime le plus dans tous les 8 pièces de brocade que j'ai enseignées. J'ai enseigné plus l'école de 8 pièces de brocade. Je trouve celui-là est très très forte. Parce qu'il a ce grand maître. Il a son esprit derrière. Il a sa pratique depuis 100 ans. Incroyable. Il a commencé jeune à 10 ans, quoi. Il est mort à 104 ans, presque 85 ans de pratique. Qui a donné dans ces mouvements-là, bien sûr, c'est exceptionnel. Il y a aussi Qiang Shou Gong, c'est aussi des mouvements souples. Les 8 pièces de diamant, c'est le yang, c'est le gang, on dit gang jing. C'est le côté yang, il faut donner la force. On force surtout les muscles tendons et les os. Yo, c'est-à-dire la partie souple. Plutôt c'est Jing Qi Shen, un peu plus profond dans le Jing Qi Shen. Le Qigong, on est là pour travailler les gains d'essence, le Jing, supprimer tous les gains d'essence en Qi.
tout l'eau existe dans nous, en fait, se manifeste dans nous, c'est de chi, avec notre chaleur du corps humain. C'est ça le chi. 70% de liquide dans nous, c'est de l'eau, en fait. Mais en quelle forme? C'est en chi. Pouvoir vivre avec ce chi, bien sûr, c'est la vie. Et sublimer le chi dans Shen, dans l'esprit, c'est ça le suprême état de Qigong. C'est pour ça que Qigong, bien sûr, c'est spirituel. La fédération a refusé mon école en disant que mon école est trop spirituelle. Moi, je trouve ça que ça montre bien quel est le niveau. Le Qigong devait être, bien sûr, spirituel. C'est parce que Lianjing Fa Shen, regard second taoïste, sans sa pratique méditation, il n'arrive pas à faire ce Babu Jinggang aussi forte. C'est pour ça que j'ai décidé de donner aussi cette série. Après, je vais répéter, puisqu'on est déjà pas mal, nombreux, presque plein, je vais redonner un autre, un peu de version plus courte, 3 jours dans mon centre. C'est de 11-13 août. En tout cas, en été, je travaille beaucoup. Je suis les saisons. En été, je donne 4 stages. 1 stage de 5 jours, 3 stages de 3 jours. Le premier, c'est Qigong pour les yeux, que j'ai développé selon l'inspiré par l'enseignement de Ma Shuzhou Lao Shi. C'est un ophtalmo. Il a su mettre les 12 méridiens dans 3 mouvements. Et moi, je l'ai développé en détaillant tout le trajet, tous les points concernant les yeux. J'ai donné ces pratiques, ça fait déjà 20 ans. Le livre L'Art de Voir, Qigong pour les yeux, L'Art de Voir, a beaucoup vendu, je crois, dans le monde entier. Je tiens à répéter cette série parce que pour ceux qui voudraient rentrer dans la médecine chinoise, rien n'est mieux incarner les 12 méridiens en mouvement. Ça, c'est sûr. En 3 mouvements, je vous fais traverser les 12 méridiens. Et vous précisez tous les points pour les yeux. Comment pour faire circuler, comment pour respirer, pour telle maladie, tel point, il vaut mieux bien insister. C'est tout ça que je vais parler de tout ça dans ce stage. Comment Li Haxia, ce corps médecin, a soigné les maladies des yeux. Pour les thérapeutes, c'est très précieux parce que je vais donner pour la première fois vraiment des remèdes qui n'ont jamais été donnés en Europe. Comment il a soigné toutes les maladies des yeux. Voilà, c'est pour les thérapeutes. Là, c'est la date, c'est le 8, 9, 10 juillet, 3 jours. Quand il fait beau, on va dans le bois. Après, s'il pleut, on fait l'après-midi toujours dans le centre. Quand il fait trop chaud aussi, on fait dans le centre des automassages. Je rentre dans les détails du système de méridien concernant la vue, concernant les maladies des yeux. Voilà. Il y a un autre stage, 3 jours, c'est de 20 à 21, 22 juillet. C'est sur le Qigong des 24 ans. À l'occasion de la sortie de mon 9e livre, L'Art de cuisinier, selon les 24 ans, on fait la cuisine ensemble, selon les saisons. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le marché à Saint-Mandé ou Montreuil? Quels légumes on va trouver sur les pommes? On va faire la cuisine ensemble. Et cette série de Qigong de 24 ans, c'est une collection spontanée de tous les beaux moments que j'aime, selon les 5 saisons. C'est pour ça que chaque fois c'est différent. J'évolue, j'avance des mouvements beaucoup selon le système de méridien. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup donner des choses libres plutôt. Ces 12 mouvements, selon les 12 mois, selon les 5 éléments, c'est les mouvements que j'aime le plus, que je mets dedans. Bon, écoute, voilà un beau programme
pour cet été. Et je pense que vraiment, je ne peux que conseiller à la fois la lecture de tes livres, mais surtout la pratique avec toi, pour pouvoir ressentir cet état de Qigong que l'on peut percevoir. Et je me permettrai de raconter une petite anecdote dans un livre. C'est l'histoire de Louis Sansa. Louis Sansa est un monsieur qui habitait en Amérique du Sud, qui est né en Amérique du Sud, et qui a été initié petit à petit au chamanisme. Et il raconte son histoire, c'est magnifiquement écrit par Henri Gougaud dans Les Plumes de l'Aigle. Et il raconte à un moment donné, il a 18 ans, 17 ans, et il peint à l'époque, et il s'en va au Machu Picchu, ce lieu tellement puissant. Il arrive, il était tout seul à la gare du Machu Picchu, et il y a un Indien qui vient vers lui et qui le guide, et qui l'emmène, et c'est le gardien du lieu. Et il l'emmène au Machu Picchu. Le soir vient, et ils sont tous les deux en train de regarder cette ville incroyable qu'est le Machu Picchu. Et l'Indien lui dit « Louis, tu ne trouves pas que dans ce lieu, il y a un mystère ?» Et Louis, qui est tout jeune et qui ressent l'énergie de ce lieu, il dit « Si, je le sens, ce mystère. » Et l'Indien le regarde dans les yeux et lui dit « Le mystère, c'est toi. » Et je trouve que le Qigong, c'est notre manière aussi d'aller vers ce mystère et de dégager les voies d'accès à notre propre mystère et donc au mystère de l'univers. Tout à fait. Voilà, je te remercie pour cette conversation. Merci. À bientôt. À bientôt.